Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El Aouni. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. L'actualité nationale a été dominée, vous le savez, ces derniers jours par des manifestations de jeunes dans plusieurs villes du royaume. Des jeunes qui demandent des changements importants en matière de santé, d'éducation et de lutte contre la corruption. Une mobilisation qui ne faiblit pas. L'exécutif a dit comprendre et qualifier de légitime toutes ces revendications. Durant ces derniers jours, vous avez pu suivre sur nos différentes antennes de nombreux débats avec des invités, que ce soit sur la santé et l'éducation. Et aujourd'hui, nous allons aborder justement la lutte contre la corruption. C'est un véritable fléau. Pour bien comprendre pourquoi il a pris une telle ampleur, il est important de connaître la définition de la corruption, la distinction entre bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Aujourd'hui, mon invité, celui qui va répondre à toutes nos questions, est Mohamed Beraou, conférencier et chercheur en droit public. Il est expert international en gouvernance, reddition des comptes et lutte contre la corruption. Bonjour. Bonjour madame. Marhaba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors tout d'abord, juste avant de rentrer dans le vif du sujet et vous faire part des retours aussi de nos auditeurs, et pour que nous soyons très clairs, quelle est la distinction exacte entre bonne gouvernance et lutte contre la corruption? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? D'accord. Merci pour cette question. Donc d'abord, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de venir discuter, apporter mon humble éclairage à un sujet aussi important, aussi sensible, dans une actualité que l'on peut dire brûlante un peu. Mais voilà, on peut passer maintenant des slogans, des théories à la pratique, aux actes bien sûr, d'une manière pédagogique et rationnelle. Pour ce qui est, c'est une très bonne question parce que parfois il y a des amalgames, des confusions sur la corruption. La corruption, d'abord, il faut la définir avant de distinguer entre corruption et bonne gouvernance. La corruption, il y a deux acceptions, madame, de la corruption, ou bien deux sens. Un sens strict, un sens très réduit, et un sens large, une acception large. Lorsqu'on parle de l'acception stricte, c'est l'acception juridique. L'acception juridique, c'est-à-dire la fameuse définition, c'est tout acte donc, de recevoir ou bien de proposer un avantage indu et d'exploiter ses fonctions pour cela, pour cet avantage indu. Donc, dans l'acception plus large, on frôle donc la gouvernance et la bonne gouvernance. Dans l'acception plus large, c'est tout ce qui est contre l'éthique, contre la bonne gestion, par exemple l'abus de pouvoir, le clientélisme, le népotisme. Et généralement, personnellement, je peux dire que toute omission, comme avait dit Sa Majesté dans l'un de ses discours, omettre à ses responsabilités est une forme de corruption. Donc voilà, donc la corruption, il y a une acception juridique, c'est-à-dire un avantage indu en exploitant sa fonction, et il y a une acception large, tout abus de pouvoir, tout clientélisme, népotisme, conflit d'intérêts et tout ça. Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, au terme. C'est vrai qu'on utilise le terme corruption, rechwa, ce que vous voulez, dans le quotidien des citoyens marocains. Et l'un des secteurs qui apparaît dans tout l'ensemble des derniers rapports, c'est justement dans le milieu de la santé et les milieux hospitaliers. Je ne vous apprends rien. Ce qui est dénoncé en premier lieu, c'est même avant d'arriver à l'hôpital, de vouloir accéder à l'hôpital, des agents de sécurité qui vous demandent de l'argent. Vous êtes en situation d'urgence, vous êtes malade, vous accompagnez un de vos proches. On l'a beaucoup entendu dans les témoignages, vous accompagnez vos parents. Et d'abord, avant d'accéder à un service ou de demander où est-ce que je vais au service, vous devez payer.
Ça, vous l'entendez en permanence. Bien sûr. On ne peut pas nier une vérité. Vous avez, j'imagine, les mêmes témoignages. Oui, nos proches, dans la rue, il y a des témoignages, bien sûr, qui sont unanimes sur ces actes-là. Mais moi, je pense que la réforme du secteur de la santé et la réforme de la gouvernance du secteur de la santé, bien entendu, elle passe par ça. C'est le service d'accueil. Comment on accueille les citoyens? Mais c'est ça. C'est-à-dire tout le circuit de l'accueil de la porte, c'est-à-dire l'ouverture de la porte jusqu'à l'accès aux soins et le paiement des droits. Le paiement des droits. Si ce circuit il est bien organisé, s'il y a un minimum de contact humain entre le patient et l'agent public, qu'il soit gardien ou qu'il soit agent, il y a aussi des agents, il y a des infirmiers aussi. Mais si tout le monde est conscient de ce problème des agents de sécurité, pourquoi rien n'est fait ? Bien sûr, je pense que... Parce que ça, c'est facile. Oui, c'est vrai. Il y a un retard. Il faut agir maintenant sur ce point-là. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement? Mais bien sûr, on peut faire, c'est qu'il faut plus de surveillance. Par exemple, je ne sais pas moi, des caméras de surveillance, bien sûr. Plus de transparence. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr que tous les citoyens aient bien sûr recours à toutes les informations relatives à la gestion de l'hôpital, depuis l'accueil jusqu'à... Et il y a aussi une autre mesure très importante, c'est bien entendu l'affichage. Les tableaux d'affichage. Ça, c'est très important. Il y a un moment, on regardait dans certaines administrations des tableaux d'affichage contre la corruption. Nous sommes tous contre la corruption. Et on a des gens, même des fonctionnaires, qui viennent déchirer ces tableaux d'affichage. Vous avez une auditrice. Là, c'est la sensibilisation. Vous avez une auditrice qui vous répond en vous disant « Monsieur, quand nous sommes en situation d'urgence et que nous allons nous faire soigner, la dernière de nos préoccupations est de vérifier s'il y a des caméras ou pas. Nous, on va juste se faire soigner. Pourquoi doit-on et sommes-nous encore obligés en 2025 de donner de l'argent à un gardien pour nous diriger vers le service d'urgence ?» Oui, c'est vrai, c'est un peu désolant, oui. Mais moi, bien sûr, je propose des mesures, bien sûr, pour minimiser ce fléau, parce que lorsqu'on est sous surveillance, on n'ose pas faire n'importe quoi. Deuxième point, moi, pour les gardiens, moi, je suis d'accord, mais il faut voir l'autre face de la médaille. Pourquoi ces gardiens, bien sûr, font ça? Il ne faut pas ça comme ça. Il y a aussi, bien sûr, des justifications. Il faut creuser sur ces justifications de ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment rémunérés ? Par exemple, bien sûr. Par exemple, il faut bien les revoir leur salaire à la base. Revoir leur salaire à la base, c'est pas bien sûr, c'est un des moyens, bien sûr, de prévenir. Là, c'est la prévention, les mesures de prévention, parce que la corruption, madame, c'est pas seulement sanctionner ou bien mener des gens aux prisons, c'est aussi, bien sûr, faire instaurer un système de prévention, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un système de prévention? Mais excusez-moi, les systèmes de prévention, il y a eu énormément de campagnes de sensibilisation, il y a eu énormément de campagnes qui ont été menées par les associations déjà d'une part, des résistances, madame, de l'autre des résistances, il y a des résistances. Je veux dire, de la sensibilisation, ça y est, c'est bon. C'est pas seulement la sensibilisation, je parle pas seulement de sensibilisation, il y a les chartes éthiques. Il faut généraliser, il n'y a pas seulement les lois. C'est quoi? Les chartes, ce sont la déontologie. La déontologie, c'est la déontologie professionnelle. C'est-à-dire ce gardien, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, hors des obligations légales et juridiques. Il y a des choses qu'il ne doit pas faire, c'est-à-dire un comportement éthique. C'est-à-dire par exemple, bien accueillir les gens, répondre bien sûr, avec élégance. Ça, c'est pas obligatoire légalement. Ça rentre pas dans la corruption, ça. Bien, mais c'est de la prévention. C'est de la prévention à la corruption.
Bien sûr, c'est de la prévention. Lorsqu'on assoit un système de prévention qui rend difficile ce qu'on appelle le retard organisé. Les retards organisés. C'est-à-dire qu'on cause ce retard. Ce retard ne doit pas être... Mais est-ce que vous ne pensez pas lorsqu'on pousse. Que nous sommes, nous aussi, parce que c'est vrai qu'on rejette très, très souvent sur le dos de l'État tout, en fait, tout ce qui ne va pas. Mais finalement, est-ce que nous ne serions pas responsables nous-mêmes ? C'est-à-dire, je m'explique, est-ce que ce n'est pas culturel finalement chez nous pour passer avant l'un l'autre de glisser les khalik de Ouzni et on glisse le petit les mains billet. de flous, comme on dit. Exactement, oui, voilà. C'est ça. Et est-ce qu'on n'a pas pris l'habitude, tout simplement, nous, de faire ce genre de choses ? Oui, madame, parce que ça, je pense que c'est une conséquence. C'est pas bien sûr, c'est pas la cause directe, c'est une conséquence. Lorsque la corruption devient généralisée, systémique, chronique, là je parle de statistiques, donc je parle de sondages, je parle d'indices de perception, je n'invente rien. Lorsque la corruption devient systémique, et bien là bien sûr, ça touche et les cultures et les structures. Donc ça devient culturel et structurel. Et cette culture, non pas des citoyens, mais c'est aussi culture institutionnelle. Et d'où vient bien sûr cette résistance ? La résistance, lorsqu'on assoit des systèmes de prévention, des chartes d'éthique, même des tableaux d'affichage non à la corruption, ils l'ont déchiré dans les administrations. Dans les administrations, ça a été déchiré ? Oui, ça a été déchiré. Alors, vous parlez d'indice de perception, et c'est là que ça fait mal. L'indice de perception de corruption de Transparency International, le Maroc a obtenu un score de 37 sur une échelle allant de 0 à 100. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? 0 étant très corrompu et 100 étant intègre. Le Royaume se classait en février dernier, donc à la 99e place sur 180 pays. C'est un recul inquiétant. Comment vous l'analysez, vous ? Bien sûr. Dans les termes les plus simples qui soient. Oui, dans les termes les plus simples qui soient, c'est qu'on est en train de coexister avec la corruption. On coexiste avec. On s'est habitué. On a laissé faire. On risque à la banaliser. Nous l'avons banalisé. Oui, nous l'avons banalisé, c'est ça. C'est grave, mais il existe des efforts. Il faut dire la vérité. Il y a bien sûr ce résultat, parce que moi, il y a un paradoxe. C'est issu de mes recherches et même de la littérature internationale. On vit au Maroc un paradoxe. Donc, on a l'État, le gouvernement, il a bien sûr réalisé beaucoup de choses au niveau du cadre juridique, au niveau du cadre institutionnel, c'est-à-dire on a des lois sur les marchés publics, on a des lois sur l'accès à l'information, très important, on a une loi sur l'institution, on a le cadre institutionnel sur la nouvelle instance de probité, de prévention et de lutte contre la corruption. Et là, on a un nouveau président qui est un peu actif. Il a même déjà organisé une rencontre il y a 4-5 mois justement sur la santé et la corruption. C'est très important. Il a anticipé en quelque chose ce point. Donc voilà. Donc on a besoin maintenant juste mais vous ne pensez pas qu'au bout d'un moment, il faudrait qu'on passe aux actes aussi ? C'est ça. Parce que... C'est ça. Il y a un cadre qui est là, mais la mise en œuvre, le problème c'est de la mise en œuvre. Cette mise en œuvre, elle est soit partielle, soit il y a des mesures qui ne sont pas visibles. Il y a un problème de communication, il y a un problème bien sûr de mise en valeur de ces efforts. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'effet sur le citoyen. Il y a un problème d'effet sur le citoyen. On a une difficulté à convaincre ou bien à toucher le citoyen par ces réformes et ces mesures. Pourquoi ? Parce que il y a un manque, ou bien les efforts de communication sont limités. Il y a bien sûr ces institutions de lutte contre la corruption comme la Cour des comptes. Il y a la Cour des comptes et l'instance de lutte. Ils ne sont pas encore ouverts aux citoyens. On a besoin d'institutions citoyennes. Dieu merci, il y a quelques mois, la Cour des comptes a fait des efforts. Si je résume ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'il y a des condamnations, il y a des choses qui sont faites en termes de justice, mais nous ne le savons pas. C'est vrai. Et parce qu'aucune communication ne se fait à ce niveau-là. C'est vrai, madame. Soit qu'il y a...
Est-ce qu'il y a eu des condamnations, notamment dans les services de santé également? Parce que vous nous parlez d'institutions importantes, notamment à travers les enquêtes que fait la Cour des comptes. Est-ce qu'il y a eu... Oui, il y a, je peux dire que les rapports de la Cour des comptes sur les hôpitaux, bien sûr, il y a bien sûr des recommandations de gestion, des dysfonctionnements de gestion, il y a le suivi des recommandations de gestion. Ça, bien sûr, ça c'est réel et c'est mis en œuvre. Il y a aussi des gens qui sont poursuivis en matière de discipline budgétaire et financière, c'est-à-dire des infractions financières. Il y a aussi des dossiers, bien sûr, qui sont bien sûr envoyés au pénal. Mais bien entendu, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a peu de coordination entre les institutions de gouvernance et de lutte contre la corruption. Donc l'un des points, bien sûr, ou bien l'un des zones, ou bien des pistes à améliorer, c'est cette coordination. Une meilleure coordination. Meilleure coordination entre les institutions. Communication de toutes et nos coordination des efforts. Parce que là, la Cour des comptes, lorsqu'elle, bien sûr, elle découvre un fait répréhensible en matière pénale dans le secteur de la santé, elle doit le renvoyer au pénal. Elle le fait bien sûr lorsqu'elle... aussi parce que lorsque, bien sûr, l'instance de lutte contre la corruption, elle doit bien entendu passer de la phase de diagnostic. Maintenant, voilà, je vous dis une chose, c'est que l'instance de lutte contre la corruption, c'est l'instance qui est chargée directement et techniquement de la lutte contre la corruption, de la prévention et la lutte contre la corruption. Donc maintenant, elle est devant les yeux des citoyens. Elle doit agir. Et je crois, maintenant, on passe de la phase d'étude, de diagnostic à la phase de l'action. D'accord, mais maintenant, oui. On fait quoi? Oui. Concrètement, on fait quoi? Voilà. Pour la lutte contre la corruption. Concrètement. Oui, concrètement, pour la lutte contre la corruption, on a la prévention par des études et des diagnostics. On a des mesures de digitalisation dans l'administration publique. On a les échanges électroniques entre administrations publiques. Ça, c'est très important lorsqu'on digitalise, lorsqu'on échange les informations. On a bien entendu les mesures concrètes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et c'est pour ça que le Maroc a été si vous le rappelez, rayé de la liste noire et bien sûr la liste grise. Donc, et bien sûr, on est bien sûr bien réputé au niveau de la lutte contre le blanchiment et bien sûr et la lutte. Et là, pourquoi le Maroc a réussi dans la lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme? Eh bien, justement, parce qu'il y avait cette coordination institutionnelle entre le parquet général, entre la Cour des comptes, la Banque du Maroc et l'ANRF. L'ANRF, c'est l'autorité donc le renseignement financier. Donc lorsqu'il y a une coordination, lorsqu'il y a une volonté politique, plus une coordination institutionnelle, voilà le résultat au niveau de la lutte contre le blanchiment. On a réussi. Maintenant, il faut réussir au niveau de la corruption, la petite corruption et la grande corruption. La petite corruption, on parle de ces gardiens et de ces petits fonctionnaires, de petits agents, mais aussi la grande corruption, les marchés publics, les investissements, le problème de trafic. J'en arrive presque à croire que c'est plus facile quand c'est de la grande corruption que la petite corruption. Alors, l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption cherche à établir une cartographie des risques de corruption dans 3 domaines du secteur de la santé. C'est une bonne nouvelle, certes, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas encore une étude de plus? Oui, je suis personnellement, moi je suis bien sûr, je suis ces activités, je suis donc cette littérature sur la corruption, l'actualité nationale, les rapports des instances, ce qu'on appelle les instances de gouvernance ou bien les instances, les watchdogs, il y a aussi le Conseil de la concurrence, l'instance de lutte contre la corruption, la Cour des comptes et
le médiateur aussi, bien sûr, il a bougé dernièrement, cette plateforme de débat sur le secteur de la santé. Donc lorsqu'il y a donc ce mouvement, donc c'est un mouvement positif, donc il doit être suivi par les citoyens, par les jeunes. Donc la jeunesse, bien sûr, elle a le droit de suivre. Parce que l'un des problèmes, on commence un projet Alors, et à un moment... elle a le droit, ça c'est une évidence que c'est son droit, mais ce que vous voulez dire, c'est qu'elle devrait suivre de près et davantage. Davantage, et que les institutions ouvrent la porte un peu, ouvrent la porte aux citoyens. Bien sûr, et communiquent aux citoyens. Par exemple, le système de plainte, il doit être généralisé. Ça, ces plateformes de plainte, ça doit être généralisé. On doit protéger les lanceurs d'alerte. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Selon vous, il faut déposer plainte. Cette grogne, par exemple, cette grogne sociale, c'est quoi? C'est une alerte, hein? C'est une alerte dans la rue. C'est une grande alerte dans la rue. Et c'est ça. Donc, il faut institutionnaliser un peu. C'est pas, bien sûr, contenir donc ces revendications pour, bien entendu, réduire leur effet, mais non, c'est pour, bien sûr, canaliser ces revendications et ouvrir la porte par bien sûr, des canaux institutionnels. Est-ce que vous pensez, vous, spécialiste de la lutte contre la corruption, parce que vous donnez des conférences à l'international très régulièrement, vous vous êtes spécialisé sur ce sujet, est-ce que vous trouvez que chez nous, au Maroc, c'est encore un sujet tabou, dont on ne parle pas suffisamment? Parce que ce qui est paradoxal, très paradoxal, c'est, je veux dire, dans la rue, quand je parle dans la rue, quel que soit, si je parle avec ma voisine, avec ma femme de ménage, avec Shkounmaken, tout le monde va vous parler de rechouan. Oui, voilà. Oui, c'est un langage oui. courant auquel on est habitué. En revanche, quand on cherche les réponses et quand on interpelle en fait sur le sujet, là d'un seul coup ça devient tabou pour quelque chose qui est chez nous quotidien. Non, je ne pense pas. C'est pas vrai. Parce que alors, ce n'est pas vrai, on n'en parle pas tous les jours, ou ce n'est pas vrai, ce n'est plus un tabou chez nous. Ce n'est plus un tabou. Ce n'est plus un tabou chez nous, et depuis plusieurs années. Et surtout après la Constitution de 2011. Vous savez, le problème des agréments, donc la transparence sur les agréments. Vous savez, la stratégie nationale de la lutte contre la corruption. Donc, on a une stratégie nationale. On a une commission de suivi de l'application de cette stratégie. Malheureusement, elle ne marche plus. Donc, elle doit être, bien sûr, elle doit bien sûr revoir le jour, cette commission de lutte contre la corruption, ou bien une autre instance, pas seulement cette commission, une autre gouvernementale, je veux dire. Moi, je laisse à part l'instance parce qu'elle est une instance de gouvernance indépendante du gouvernement, et c'est un watchdog, hein, c'est un surveillant qui donne des recommandations et surveille aussi la mise en œuvre de cette stratégie nationale de lutte. Mais là, cette commission, c'est une commission interne. C'est un suivi interne. C'est un suivi et c'est un suivi opérationnel. Et bien sûr, on peut bien sûr critiquer cette commission sur sa gouvernance, sur la supervision, l'instance de supervision. Est-ce que c'est le ministère de la fonction publique ou bien la digitalisation, la transition numérique, ou bien c'est le chef de gouvernement qui doit la superviser? Par exemple, moi, j'ai proposé que le chef de gouvernement, c'est pas seulement de ce gouvernement ou le gouvernement qui va venir, c'est le chef de gouvernement qui doit coiffer pour donner bien sûr un signal fort que le gouvernement, bien sûr, supervise, suit et évalue et bien sûr rectifie le tir lorsqu'il n'y a pas un progrès dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale de lutte contre la corruption. Alors, un pays qui a une stratégie nationale, une commission, une instance, il y a les gens qui parlent de la corruption, il y a un problème de résultat, oui c'est vrai, et tout le monde, même le gouvernement, tout le monde dit oui, il n'y a pas de résultat, et oui, de résultat bien sûr, mais je pense que c'est un processus, et on est arrivé maintenant au processus, à une étape où il faut y avoir, donc absolument et obligatoirement, il faut qu'on arrive à des résultats tangibles. Et bien sûr, comment on doit bien sûr multiplier les actions de contrôle, de suivi, d'évaluation, les mesures de redressement, de rectification de tir, et aussi intégrer le citoyen. Je parle des citoyens. Bien sûr, ces citoyens qui sont dans la rue, ils peuvent bien entendu
participer à partir des canaux institutionnels. Je ne suis pas d'accord pour ceux qui disent qu'ils ne vont pas participer ou qu'ils ne veulent pas parler au gouvernement. Ça, je ne suis pas d'accord. Ils peuvent, bien sûr, si on leur donne, bien sûr, des canaux crédibles, avec des promesses crédibles et des actes, bien sûr, à venir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Donc, ce que vous dites, pour aller plus vite, il faut impérativement une meilleure communication des institutions, justement, avec le citoyen. Ne pas hésiter à déposer plainte. Ce que vous dites aussi également d'important, il faudrait que les structures de santé soient équipées tout simplement de caméras de surveillance, mais aussi pour la prise de rendez-vous et la coordination entre le patient et son médecin, une digitalisation. Elle l'est déjà dans certains services et tout, mais il le faut davantage. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la lutte de la corruption. Vous donnez des conférences partout? Oui, oui. Vous vous déplacez régulièrement? Oui, oui, oui. Sans arrêt? Oui, sans arrêt, bien sûr. Et là, au Maroc et à l'extérieur du Maroc. En tout cas, merci beaucoup d'avoir Un dernier mot, été... si je peux. Oui, allez-y, allez-y. Minute. La corruption n'est pas une fatalité. On peut la combattre. Mais il faut faire maintenant et ensemble. C'était Mohamed Beraouch, conférencier, chercheur en droit public, expert international en gouvernance, reddition des comptes et lutte contre la corruption. Je vous remercie et on se dit à très bientôt. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Bonne journée. Merci.